D'après vous, pourquoi les amateurs de basket français semblent-ils s'intéresser davantage à la NBA qu'au championnat de France, et ce depuis de longues années, pratiquement depuis 1984 et le début de la diffusion des matchs sur Canal+. Bah, tout simplement parce que c'est la ligue la plus forte au monde, avec les meilleurs joueurs, la meilleure qualité de production télévisuelle, le meilleur marketing et l'engouement qui remplit des salles de plus de 20 000 places. Tout ça réuni fait que des matchs NBA sont des événements devenus mondiaux maintenant. Mais il semblerait que la France soit particulièrement fan de la NBA, plus que d'autres pays européens pourtant. Oh, ça, je ne suis pas certain. Je pense que chaque pays est différent. Par exemple, en Espagne, ils adorent la NBA, mais ils adorent aussi le championnat espagnol. Ce sont deux produits différents, mais qui trouvent beaucoup de fans en Espagne. Chez nous, on a tendance à communiquer en disant il y en a que pour la NBA, mais c'est pas forcément vrai quand on va dans les villes de taille moyenne comme Cholet, Limoges, Pau, toutes ces villes qui ont une grande tradition basket. Je pense que le basket français est même plus populaire que la NBA dans l'absolu. Alors la NBA est très fort sur le marketing, le numérique. Ils sont très en avance sur tous les autres sports pro. Et c'est ça qui leur donne aussi une position de force. Bon, ils touchent des droits à télé colossaux aux États-Unis. Donc, ça leur donne des moyens invraisemblables pour acheter les meilleurs joueurs, pour filmer les matchs avec 20 caméras, pour remplir des salles de 20 à 25 000 spectateurs. Donc, tout ça fait que la NBA est hors catégorie. Même devant le foot et devant l'engouement pour le foot à travers le monde, je pense que la NBA, c'est quand même le produit sportif et télévisuel le plus internationalisé, le plus rentabilisé. D'accord. Est-ce que la Ligue nationale de basket pourrait s'inspirer quelque peu de la NBA dans certains domaines? Évidemment, elle ne pourra pas faire la même chose parce qu'elle n'a pas le même contenu, mais au moins sur le plan de la communication. Bah, ils le font déjà. C'est un peu la communication moderne, digitale, sur les réseaux sociaux. Donc tout le monde va un peu dans le même sens, mais nous avons beaucoup moins de moyens. Notre championnat est de bonne qualité et très formateur pour les jeunes joueurs, mais très loin de la qualité même du championnat espagnol, de Euroleague et à fortiori de la NBA. Donc chacun a sa place. Moi, je trouve que le championnat de France est déjà très fort dans les villes de taille moyenne, avec une grande tradition, une grosse présence sur les journaux locaux. Mais copier ce que fait la NBA pour le championnat de France est impossible. En dehors du All-Star Game, qui est une sorte de copie de tout ce qui se fait dans la NBA, et ça marche très bien. On remplit Bercy avec 15 000 personnes tous les ans, mais je ne sais pas si c'est traduisible chaque semaine dans le championnat de France. D'accord. C'est parce que c'est un événement unique que ça attire autant de monde. Mais bon, il faudrait plutôt utiliser nos forces, c'est-à-dire le côté régional. On devrait avoir tous les matchs diffusés sur les antennes de France 3 régionales, dans toutes les villes où le basket est puissant. Limoges, Cholet, Pau, toute la liste. C'est là où nous avons failli. Parce que ça intéresse surtout un public régional. On n'a jamais réussi à attirer suffisamment d'audience sur le plan national, même avec les grosses affiches, malheureusement.
comparé au rugby, au foot, au cyclisme, au tennis. Ils ont, ou même le handball est devant le basket maintenant par rapport à ces contrats télé. Donc ils ont su mieux se vendre, un meilleur lobbying, un meilleur marketing, une meilleure stratégie, un peu de chance. Et tout ça explique pourquoi le basket se retrouve un peu au fond du trou en ce moment par rapport aux droits télé. D'accord. Alors, je ne vais pas comparer Tony Parker au Messi, mais son travail actuellement sur le développement de l'Asvel peut-il remédier un petit peu aux problèmes que vous soulevez, notamment sa médiatisation sur un plan plus national, parce qu'on voit qu'il essaye vraiment de développer son club à l'image un peu de ce qui se fait en NBA. Quel regard portez-vous sur son travail? C'est fabuleux. Il a fait un sans faute en tant que joueur et maintenant en tant que dirigeant et propriétaire du club de Lasvel. Alors lui, il applique beaucoup de principes des Spurs de San Antonio dans sa gestion de ce grand club français. Mais il doit être le premier déçu de voir que ni EuroLeague ni le championnat de France a trouvé un diffuseur à la télé traditionnelle en France. Oui. Ça doit être une énorme déception pour Tony Parker et pour tout l'investissement que lui et son équipe a fait dans le club de Lasvel, chez les hommes comme chez les femmes. Bon, il doit espérer, comme nous tous, que c'est un passage difficile qui sera remédié dans un avenir proche, parce que ces choses-là peuvent évoluer rapidement. Il suffirait qu'il y ait un diffuseur qui y croit et qui se lance. Autant plus que le prix n'a jamais été aussi peu cher. Oui. Donc, c'est un produit formidable pour des circonstances de Covid, etc. n'arrive pas à trouver preneur. Mais à mon avis, la machine sera vite relancée, vu l'intérêt du championnat et de nos deux clubs en EuroLeague avec des ambitions cette saison. C'est vraiment dommage de passer à côté sur le plan de la télé traditionnelle en France, l'année où nous retrouvons deux équipes en EuroLeague et nous avons un championnat qui tient la route. Et pas seulement pour le projet de Tony, il y a le projet à Paris. Paris revient en première division, soutenu par la mairie de Paris et avec un actionnaire qui est un ancien président d'une franchise NBA, David Kahn. Après, vous avez le projet des actionnaires américains derrière Rick Pitino, qui est très connu, à Pau. Et vous avez d'autres clubs comme Nanterre qui s'est beaucoup renforcé au niveau de son effectif. Vous avez Boulogne-le-Valois qui est également très fort. Il y a Monaco aussi, bien sûr. Donc, il y en a d'autres. Et donc, la Ligue nationale qui, en plus, va réduire le championnat à 16 équipes. Donc, ça va être encore plus costaud et plus dense et plus compétitif à partir dans 2 saisons, je crois. Donc, il y a beaucoup d'atouts et la machine peut... Bon, évidemment, ce sont des arguments que moi, j'ai évoqués auprès de mes propres dirigeants pour essayer de convaincre Canal+ de se lancer. Moi, j'aurais voulu qu'on reprenne tout, le championnat et EuroLeague, et re-signer avec les équipes de France comme on a fait depuis maintenant 30 ans. Donc, on est en stand-by. J'ai pas de nouvelles de Canal. J'ai que des espoirs. J'ai développé les arguments dans le sens d'y aller. D'accord. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais bon, j'ai fait mon travail d'avocat du basket à l'intérieur de la chaîne. Maintenant, on ne peut que croiser les doigts et espérer. Et si c'est pas Canal, peut-être un autre diffuseur va se rendre compte que c'est le moment ou jamais d'y aller parce que les droits sont beaucoup moins chers que ces dernières années. Je connais pas exactement les chiffres, mais je pense que
c'est plutôt les frais de production qui font peur aux chaînes de télé plus que les droits. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de matchs à produire et ça coûte entre 20 et 30 000 euros par match à produire avec une bonne qualité. D'accord. Donc c'est ça la situation actuelle. Mhm. Alors, je rebondis rapidement sur ce que vous disiez un peu plus tôt par rapport au championnat espagnol, qui semble être, d'après vous, au-dessus du championnat de France à bien des égards. Comment ça se fait que les Espagnols ont réussi à créer un championnat aussi puissant, et ce, en parallèle de la NBA? Ils ont leur propre histoire. Peut-être le basket est plus ancré dans leur culture. Peut-être le sport, tout simplement, a une place plus importante dans leur culture. Ils ont peut-être pris des bonnes décisions à travers les années au niveau des partenariats, de sponsoring, des droits télé. Mais je peux vous dire que les droits télé en Espagne pour le championnat coûtent beaucoup moins cher aujourd'hui qu'il y a 10-15 ans. Donc c'est un peu la même évolution partout. C'est toujours vers le low cost à cause de Internet, le OTT, l'avenir des petits sports, entre guillemets, c'est probablement plutôt sur Internet que sur la grande télé traditionnelle. D'accord. Pour des raisons de rentabilité. Donc, le basket espagnol aussi a eu des très bons résultats au niveau de son équipe nationale, au niveau de son championnat, au niveau de ses équipes phares. Ils sont plus forts que nous. Mhm. La NBA, pour d'autres raisons, est plus fort que tout le monde. Et le basket espagnol est plus fort que nous. D'accord. Mais on peut s'en inspirer de leur succès et essayer de copier certaines bonnes idées. D'accord. Justement, en plus, l'équipe de France, elle aussi, maintenant, connaît de très bons résultats, à commencer par les derniers Jeux Olympiques. Oui, c'est une raison de plus pour regretter qu'on n'a pas de contrat télé. Mhm, mhm. Parce qu'on avait l'impression que toutes les planètes étaient alignées, mais je pense que c'est un peu le retour du bâton de la crise Covid qui a fait fuir deux gros sponsors de la Ligue nationale de basket, Amazon et Jeep, pour des raisons diverses. Ils ont réussi à se rattraper sur BetClick, heureusement, pour la Ligue. Mais disons que j'espère que c'est juste une période difficile à passer et que bientôt le basket retrouvera toute sa place à la télé française. D'accord. Alors maintenant, vous suivez la NBA pour Canal+ Afrique. Quel est l'engouement pour le basket sur le continent africain? Énorme. Après le foot, la NBA, c'est le produit le plus populaire. Donc devant le rugby, le tennis, le cyclisme, devant tous les autres. Donc c'est notre deuxième produit phare après le foot. Bon, le foot est loin devant. Il y a beaucoup d'Africains qui brillent dans les différents championnats de foot à travers le monde, notamment en Europe. Donc le produit phare, c'est bien le foot, Champions League, championnat anglais, championnat de France, etc. Mais derrière, il y a la NBA et nous avons une place énorme. On a un magazine en prime time sur Canal+ Sport Afrique chaque vendredi soir vers 19h30. On diffuse le même match que beIN en direct chaque dimanche soir à 21h. J'ai la chance de le commenter, de participer au magazine chaque semaine. On reçoit énormément de communication à travers les réseaux sociaux avec nos abonnés. On communique avec eux pendant le direct de dimanche à travers Facebook. Donc, on reçoit des centaines de questions et on répond pendant le direct à nos abonnés. C'est une vraie interactivité. Donc, tout ça nous montre à quel point la NBA et autant plus quand on a Antetokounmpo et Embiid qui sont parmi les deux plus grandes stars de la NBA à travers le monde. Ce sont des Africains. Donc, forcément,
ça aide à promouvoir la NBA en Afrique. Oui, bien sûr. Quel regard portez-vous sur la mondialisation de la NBA qui s'est développée depuis, enfin, je dirais après l'arrivée de David Stern, mais de plus en plus chaque année. Et est-ce que c'est une bonne chose pour le basket? Oh bah oui, je pense que c'est une chose formidable. C'est un succès total. D'abord, ils ont réussi avant tout le monde à, à internationaliser à partir de la Dream Team de 92 et l'arrivée massive de joueurs non américains dans le championnat, parce que tout le monde a progressé partout avec cette internationalisation. À force de rencontrer les plus forts, on progresse plus vite. Et après, le marketing, la manière où ils ont vendu les droits de leur championnat dans chaque pays à travers le monde, ça n'a fait qu'augmenter considérablement la popularité du basket en général. Donc, le locomotive, c'est la NBA. Oui. Mais après, la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, Euroleague, les championnats un peu à travers la planète, ils ont tous profité de cet engouement pour la NBA parce que le basket, tout simplement, est devenu beaucoup plus puissant. D'accord. Alors, je vous propose maintenant de finir par évoquer l'aspect du jeu. Sur le plan du jeu, est-ce que vous appréciez l'évolution de la NBA qui est désormais très portée sur les tirs longue distance? Ça dépend. Quand c'est fait par les Warriors entre 2015 et 2019, je suis totalement fan. Parce que pour moi, c'est un mélange de basket européen et un basket NBA, avec très peu de 1 contre 1, très peu de pick and roll, et beaucoup de mouvements sans ballon et beaucoup de jeux de passe à 5, avec certes beaucoup de shoots à 3 points, mais avec des shooters extraordinaires. Et ça leur a permis quand même de faire 5 finales de suite et de gagner 3 titres. 3 titres. 3 titres. Donc, le basket des Warriors, pour moi, rejoint le niveau des Spurs de 2014. Et pour moi, c'est ça le plus beau basket que nous avons jamais vu sur la planète Terre. Donc, après, quand on tombe dans la caricature du basket pratiqué par James Harden avec Houston, ou d'autres équipes qui ont essayé de copier ça en moins fort, là, je suis beaucoup moins fan. Et des matchs stéréotypés avec plus de la moitié des tirs tentés à 3 points avec des pourcentages faibles, j'avoue que c'est pas un basket qui m'attire beaucoup. D'accord. Alors, actuellement, des équipes comme Phoenix, Utah, peut-être le retour de Golden State avec le retour de Klay Thompson. Après, il y a Dallas, c'est pas mal. Les Lakers, Clippers. C'est un basket un peu plus complet qui revient un peu vers le tall ball. C'est pas que du small ball, notamment le titre des Lakers, le titre de Milwaukee. Ça représente plus le basket des années 90, avec d'abord une grosse défense, un jeu ultra physique, une domination par la taille et la puissance physique. Par exemple, on compare le jeu de Milwaukee avec le Warriors. Je suis content pour Antetokounmpo qu'il a gagné enfin le titre, et c'est mérité. Mais je suis moins fan du style de jeu des Bucks que des Warriors entre 2015 et 2019. D'accord. Oui, c'est quelque chose que vous racontiez dans votre livre, je crois, que la NBA très physique des années 90 n'était pas forcément celle que vous préfériez. Avec les Bulls, oui, mais avec les Knicks de Pat Riley et les Pistons, les Bad Boys de Chuck Daly, beaucoup moins. Oui. C'était devenu trop violent, on vendait trop le combat physique, et donc je trouve qu'il y a un bon rééquilibre
on va dire, à travers les années 2000. Et l'apogée, c'est la qualité du jeu des Spurs de 2013-2014, ce qui a engendré le basket des Warriors entre 2015 et 2019. Bon, Cleveland avec LeBron et Kyrie, ils ont pratiqué aussi un beau basket, peut-être un peu plus individualiste, basé sur les deux gros stars. Mais bon, aujourd'hui, la NBA, puisque on a quitté un peu ce small ball de Houston avec D'Antoni et Harden, ce small ball à l'outrance avec le 1 contre 1 et le tir à 3 points à tout prix. Là, on rééquilibre à nouveau un peu vers un basket mélangé entre tall ball, small ball, intérieur-extérieur, tir à 3 points et jeu de pénétration. Et je pense qu'on voit même un petit retour vers les shoots intermédiaires. Donc, en fait, c'est une évolution permanente. Et souvent, on va copier des équipes qui gagnent les titres. Donc, on peut dire que Milwaukee a un peu copié les Lakers sur le tall ball, sur la défense, sur le jeu puissant. Et puis, on verra comment ça évolue. Mais il y a pas mal d'équipes qui pratiquent un beau basket. Toronto avait fait du beau basket quand ils étaient champions. Boston, Philadelphie peut produire du beau basket. Eh bien justement, la saison NBA reprend dans quelques jours. Quels sont vos pronostics? J'ai donné beaucoup de candidats. Miami est plus fort aussi. Rien n'est dicté d'avance. On voit que tout dépend de la santé des joueurs. Brooklyn, ils auraient très bien pu gagner le titre l'année dernière. Si Durant ne met pas son pied sur la ligne, c'est Brooklyn qui fait la finale déjà, en finale de conférence. Donc ça joue à peu de choses, mais le plus important, c'est d'avoir les meilleurs joueurs en bonne santé pour les playoffs. Et donc les équipes qui réussissent cela vont aller loin. Et c'était ce que les Lakers et Miami ont fait il y a 2 ans, et c'est ce que Milwaukee et Phoenix ont fait la saison dernière. Ils avaient moins de blessures que les autres, et surtout les joueurs clés étaient là. Là, on voit que les Lakers ont composé une équipe de vieux briscards. Oui, ça va être une expérimentation intéressante. Il va falloir que tous ces joueurs puissent exprimer leur expérience pendant les playoffs en étant en bonne santé et en étant performant, tout simplement. C'est quand même une ligue où avoir des jeunes joueurs de qualité, vu comment c'est fatigant et vu comment c'est usant, on peut se demander s'ils sont pas un peu trop vieux. D'accord. Bon, est-ce que c'est l'expérience qui va primer sur la vieillesse ou le contraire? C'est ça qui est génial avec la NBA. Il y a toujours tellement de belles histoires à raconter chaque saison. En effet. Alors, justement, et pour conclure cette interview, quels sont les joueurs français à suivre cette saison, ceux qui vont pouvoir faire rêver encore un peu plus que les autres le public français? Essentiellement, Gobert, Fournier et Batum. Parce que Batum connaît une renaissance avec les Clippers dans une équipe qui peut jouer le titre, mais ils ont Kawhi Leonard qui est blessé, donc voilà, toujours le même problème. Après, Rudy est candidat pour le titre. Forcément, c'était la meilleure équipe de la saison régulière la saison passée, donc c'est un peu comme Milwaukee. Pendant 2 ans, ils étaient meilleure équipe et après, ils ont gagné les titres. Utah doit viser la même chose. Et donc, Rudy est le franchise player.
et l'équipe me paraît même un peu renforcée. Donc, c'est un vrai candidat. Et puis, New York, avec Tom Thibodeau et Evan Fournier, déjà, ils ont fait les playoffs la saison dernière pour une équipe qui était nulle pendant 20 ans. C'est une progression formidable. Et Fournier peut être carrément le deuxième meilleur marqueur de l'équipe. Il peut avoir un rôle de presque franchise player ou au moins deuxième ou troisième meilleur joueur de l'effectif dans une équipe qui joue les playoffs et qui peut espérer aller un peu plus loin même en playoffs cette saison. Ça change d'Orlando qui était toujours décevant et plutôt faible. Donc, ces trois-là vont porter les couleurs de la France haut et fort dans des équipes de très haut niveau. Après, on suivra tous les autres, les Malédon, Killian Hayes, dans des équipes moins fortes. Mais je pense que c'est surtout ces trois-là qui vont nous faire rêver cette saison. D'accord, super. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions et puis pour tout ce que vous avez fait pour la NBA, pour le basket depuis si longtemps. Et voilà, je vous remercie encore pour votre bienveillance et votre gentillesse. Puis je vous souhaite une excellente journée. Vous aussi, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.